Bonjour à tous, bienvenue dans l'éclairage de Jacques Cheminade. Aujourd'hui, on va parler d'Europe. Bonjour Jacques Cheminade. Oui, bonjour. Bonjour à Sébastien tous. Périmoni. Bonjour Maël. La semaine dernière, enfin, la personne à la tête de la Commission européenne a été élue, donc la fameuse allemande Ursula von der Leyen. Alors avant de commenter sur cet événement, est-ce que Jacques, tu peux remettre les choses au clair sur les prérogatives, sur le rôle de la Commission européenne? On vient d'élire des députés. Quelle est la relation entre la Commission et le Parlement? Alors, la Commission européenne émet des directives que les différents pays membres doivent adopter dans les 2 ans, dans la législation nationale. Il y a aussi, on l'oublie, les règlements adoptés par le Conseil et qu'a aussi adopté le Parlement européen. Donc le Parlement européen, après la Commission, après le Conseil, adopte et les règlements et les directives. C'est plus tout à fait la chambre d'enregistrement que c'était auparavant. Et en plus, ils votent et confirment les commissaires. Et là, on prépare un sacré mois d'octobre pour Ursula von der Leyen, parce qu'il y a un désaccord complet entre ceux qui ont voté pour elle et ceux qui ont voté contre elle. C'est une pétaudière. C'est une pétaudière. Bon, Ursula von der Leyen, donc, qui est l'ancienne ministre de la Défense allemande du Parti conservateur, ça a été un peu compliqué, ça a créé des polémiques. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Elle a obtenu 383 voix, c'est-à-dire 9 de plus seulement qu'il en fallait pour être élue. Et avec les voix de qui? Du fils hongrois, du fils polonais, et des 25 étoiles en Italie. Donc avec des gens qui sont au moins des eurosceptiques. Donc elle sera redevable, quelque part. Alors elle dit non, c'est les 3 grandes forces du Parlement qui ont voté pour moi. C'est-à-dire les conservateurs, le PPE, le SDE, les socialistes, et les renaissants, les renew, de macroniens ou libéraux. Mais une grande partie d'entre eux n'ont pas voté pour elle. C'est pour ça qu'elle a eu besoin du vote des autres. Et à un certain moment, même Salvini devait voter pour elle. Et finalement, il ne l'a pas fait. Et maintenant, il se permet d'être celui qui ne l'a pas fait, de critiquer, d'attaquer, de réclamer un poste de commissaire. Donc, il y a vraiment, dans son élection, un très mauvais futur qui se prépare pour elle. C'est une élection qui a été difficile, et ce qui viendra ensuite sera encore plus difficile. Donc ce ne sera pas l'Europe du consensus comme les pro-européens se vantent certainement de défendre. Pas. Ce n'est pas une Europe du consensus. Tout le monde accuse d'ailleurs Emmanuel Macron d'avoir manipulé les choses. Ce n'est pas vrai, il les a manipulées, mais avec les Allemands. Donc les autres pays disent c'est la France et l'Allemagne qui ont imposé Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne, Josep Borrell aux Affaires étrangères et Ursula von der Leyen à la Commission. Donc il y a cette rivalité-là en plus. Et on pourra parler, je ne sais pas si vous voulez aborder le sujet de ce qui va se passer en octobre. Peut-être un mot sur la politique, puisqu'elle a fait un grand discours, Ursula, là, devant le Parlement, et elle a énormément mis l'accent sur le Green New Deal. C'est devenu la grande politique européenne. Pas new, hein, Green Deal. Enfin, Green Deal, voilà. Enfin, voilà, Green Deal. Je n'ai pas voulu utiliser les mêmes termes qu'aux États-Unis. Que Roosevelt, voilà. Donc, je sais pas, est-ce que tu peux commenter ça, éclairer un petit peu, c'est quoi son projet politique? Elle a la nouvelle donne verte, la donne verte, oui, d'une part, et la transition écologique, et d'autre part, elle a parlé des politiques migratoires, en disant que Dublin c'était trop, qu'il fallait faire de nouveaux textes. Elle a dit qu'il fallait tripler le budget d'Erasmus, en disant pas comment ni pourquoi, et pas comment organiser Erasmus, qui doit être organisé. C'est mal organisé actuellement. Tripler, c'est très bien, moi j'ai demandé aussi. Mais non, ça ne marche pas. Et rien sur les questions fondamentales. Alors, rien sur la situation financière et sur l'avenir de la zone euro, rien. Sauf que l'euro, c'est bien dans le vague. Rien sur la politique étrangère. Et on sait qu'elle est plutôt très atlantiste et qu'elle est contre Moscou et Beijing et Pékin. Elle est sur une position qui n'est pas celle d'une entente, d'une détente et d'une coopération, elle est celle internationale. On sait qu'elle est incompétente dans les questions économiques, elle était aussi incompétente dans les questions militaires quand elle était au ministère de la Défense en Allemagne, il y a eu toute une série de scandales, tout le monde le sait. Il n'y a rien sur la désindustrialisation de l'Europe. Il faut savoir que l'industrie représente actuellement en Europe, par rapport au total
la richesse soi-disant créée, mesurée de façon monétaire. Hein. L'industrie ne représente plus que 15,9%. En France, on est à 10. Hein. En France, c'est 10, ouais, 10, on est à 10. Ouais. Donc, voilà, rien sur ça, rien sur la culture. Donc, évidemment, toutes les questions fondamentales n'ont pas été traitées. Et ça se réduit à la transition écologique et aux migrations, sans que ces questions soient traitées dans la haute cause. Simplement, on les mentionne comme des choses en soi. Or, ce ne sont pas du tout des choses en soi. Donc, Ursula von der Leyen, de ce point de vue-là, est une très mauvaise nouvelle. Et peut-être, pourrait-on dire, Christine Lagarde est encore une pire nouvelle. Bah, on voulait enchaîner là-dessus, sur Christine Lagarde, puisque en fait, il y a un anniversaire qu'on fête demain, je ne sais pas si tu es au courant. C'est le 22 juillet 1944, c'était la signature des accords de Bretton Woods, oui. Donc en 1944, qui avait mis en place le FMI, la Banque mondiale. Donc on sait que Lagarde a été à la tête du FMI pendant des années, qui est une institution, on peut le dire, pas décédée, mais mourante. Hein, aujourd'hui, il y a même plein de pays d'Afrique, comme le Ghana, qui disent le FMI, on n'en veut plus. Donc un FMI en bout de course, et on retrouve Lagarde qui n'a pas été capable de faire une vraie politique à la tête de la BCE. Alors qu'est-ce que ça présage, qu'est-ce que ça veut dire? C'est elle qui, au FMI, a géré toute l'affaire grecque, de la façon la plus abominable, fondée sur l'austérité, fondée sur une politique très dure. En plus, Lagarde est connue pour être quelqu'un qui s'incline devant le pouvoir établi. À la fois lorsqu'elle a exercé ses fonctions aux États-Unis de juriste, c'est une juriste, c'est pas une économiste, elle ne connaît rien en question monétaire ni économique. Draghi au moins les connaissait, c'était un tricheur qui les connaissait bien. Lagarde, c'est quelqu'un qui ne le connaît pas. Et on sait qu'elle s'incline devant le pouvoir établi. Il y a un fameux message qu'elle a envoyé à Nicolas Sarkozy, oui, qu'on a pu lire dans la presse. Littéralement rampé devant lui en lui disant « je vais te servir, je vais faire tout pour toi, c'est toi qui as fait ma carrière ». Donc on peut s'interroger sur les compétences de Christine Lagarde, et Mediapart ou d'autres ont publié beaucoup d'éléments sur tout cela. Et on peut dire Lagarde, c'est Draghi, c'est la continuité de la politique de Draghi, c'est-à-dire on arrose, on fait des taux d'intérêt négatifs ou égaux à zéro, on arrose avec de la monnaie pour empêcher que la crise éclate, c'est-à-dire qu'on crée les conditions, peut-être pas d'une crise financière immédiate, mais d'une crise monétaire terrible à l'avenir. Concernant les politiques monétaires, il y a des indisciplinés, c'est les Italiens qui viennent il y a quelques semaines d'officialiser la possibilité de recourir à des mini-bots, les fameux bons italiens. Alors on ne sait pas trop si c'est une nouvelle dette, si c'est un renouvellement de la dette actuelle, si c'est une nouvelle monnaie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Est-ce que tu peux nous dire si c'est, selon toi, une bonne ou une mauvaise chose? Partout on patauge, les Italiens se défendent. Ils ont fait des mini-bots. C'est des bons. Des bons avec lesquels l'État remboursera les entreprises auprès desquelles il y a de la dette qui n'arrivent pas à payer. Et avec ces bons, les États pourront payer leurs impôts qu'ils doivent à l'État qu'ils ne peuvent pas payer. C'est une formule que les Italiens présentent comme ça. C'est dit, dès qu'on commence à mettre en place des instruments de ce type, ils deviennent par nature de la monnaie. Et là, on a une menace, la Commission européenne ne peut pas l'accepter. Donc Moscovici, qui d'ailleurs est partant, avait dit « c'est pas possible, on n'acceptera pas ». Alors, évidemment, les Italiens interviennent au niveau des affaires européennes pour essayer de le faire accepter au sein de l'Europe, en ne voulant pas tout de suite en sortir parce qu'ils n'ont pas la puissance, mais en créant les conditions où, en Europe, il y aura de terribles contradictions entre toutes ces initiatives. De plus, on sait les dettes immenses des banques italiennes et que les banques françaises sont liées à ces banques italiennes et qu'elles ont beaucoup prêté. Donc on a tout un arrière-fond d'instabilité que les mini-bots ne peuvent pas résoudre, bien entendu, mais symboliquement créer un accroc à l'unité absolue de l'euro. Parce que quelque part, les Italiens vont plus loin que les Grecs à l'époque de Tsipras. Tsipras ne pouvait pas. Pour essayer d'acculer la réalité de l'Union européenne. La différence, c'est qu'on était à une époque différente. Et Tsipras a demandé aux Russes et aux Chinois de le soutenir. On dit on ne peut pas. Et les Chinois en particulier ne tiennent pas à ce que se démantèle l'Europe. C'est parce qu'ils espèrent, avec un levier sur l'Europe, influer sur les États-Unis. Donc, ils n'ont pas. Aujourd'hui, c'est différent. Parce que les Italiens ont un lien à travers, notamment, Michele Geraci, le ministre, il connaît très bien la Chine. Ils ont un certain soutien de la Chine. Je ne dirais pas absolu, mais un certain soutien. Et ils ont un rapprochement avec la Russie, en particulier Salvini. Donc, qui est même accusé, il y a
comment l'appelle-t-on? Moscopoli. Moscopoli, accusant Salvini d'avoir été financé par les Russes. Donc, après le Russiagate contre Trump, le Moscopoli contre Salvini. Et tout ça crée pour l'Italie une base de soutien que la Grèce n'avait pas. Alors, le Moscopoli, on essaye de le déstabiliser, on essaye d'empêcher cela en lançant ce scandale. Alors, tout le monde sait que tous les partis politiques ont bénéficié de sources plus ou moins bizarroïdes dans l'univers dans lequel nous nous trouvons, y compris Emmanuel Macron. On a parlé du pauvre de Rugy et de ses homards, mais Emmanuel Macron a dépensé beaucoup plus, et tout le monde le dit dans la presse française, dans ses fameux repas lorsqu'il était ministre de l'économie, pour préparer sa campagne présidentielle. Et même qu'un jour, il y avait 2 repas à des étages différents et qui couraient de l'un à l'autre pour préparer sa campagne. Donc, c'est très hypocrite, ce type d'attaques qui sont faites, comme le Moscopoli. C'est politique, c'est tout à fait politique. Tout est politique. Mais si on sort du marigot là qu'on détourne, qu'on décrit, il y a quand même un phénomène par rapport à l'Europe, c'est la Deutsche Bank, là c'est dans la presse française, la Deutsche Bank va-t-elle tomber en faillite? Alors ce qu'on voit, c'est que la Deutsche Bank a aidé à créer des sociétés dans les paradis fiscaux à hauteur de 181 milliards d'euros de détournés de l'Union européenne. Donc on parlait des homards, mais là c'est 181 milliards d'euros de détournés. Son action a chuté de 95%, tout le monde parle de la faillite. Et c'est le journal Capital qui révèle qu'elle a 48 000 milliards d'euros de produits dérivés, c'est-à-dire d'actifs financiers, 24 fois le montant de la dette publique allemande. Donc comment aujourd'hui la Deutsche Bank, qui est quand même la banque est dans le top 15, c'est une banque systémique, si elle s'effondre, c'est le système euro qui s'effondre. En Europe. Oui, donc on parle de l'euro, de politique monétaire, de je sais pas quoi, alors que la vérité c'est qu'on a la première banque d'Europe qui est en faillite. Donc quelle politique monétaire mettre en place? Est-ce qu'on reste dans ce système-là en Europe? Il y a même un débat là-dessus. C'est une véritable plaisanterie tragique. C'est-à-dire, il y a l'austérité sociale. Ils disent, bon, avec l'austérité, on reçoit ça. 18 000 personnes mises à la porte de la Deutsche Bank, 20% de leur personnel. Oui. C'est beaucoup. 18 000 personnes. 18 000, 20%. Et ensuite, il faut bien voir la réalité. Quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Chevalier a fait un travail utile. Il a essayé de voir les rapports entre les fonds propres dont disposent les banques, notamment européennes, et leur endettement, c'est-à-dire les actifs qu'elles ont engagés. Alors, on s'aperçoit que Lehman Brothers, c'était 32 par rapport des engagements par voie à ses actifs propres. 32 fois plus. Eh bien, la Deutsche Bank, c'est 35-36, c'est plus que Lehman Brothers. Et la BNP Paribas, qu'on appelle au secours de la Deutsche Bank, c'est 41. C'est plus encore. Donc, les banques françaises en particulier, qui font des profits affichés importants, mais qui en même temps sont doublement menacées. D'abord, par la manière dont elles ont investi et joué dans ces secteurs, qui rapportent à court terme, mais qui, à long terme, risquent d'effondrement par la dette. Et en plus, par l'extraterritorialité américaine, qui s'applique à elle, tout ce que vous pouvez faire en dollars, ou tout ce qui touche à même une toute petite pièce américaine, eh ben, arrêtez. Sans ça, vous ne pouvez plus continuer vos activités aux États-Unis. Et tout se dégonfle, bien entendu. Donc on est dans une situation... L'Europe n'existe pas, pratiquement. Elle se désagrège. Et on l'a bien vu. Si on avait eu un sens de l'Europe, on aurait dit quoi? On aurait dit, il faut un avenir. Pour ça, il faut maîtriser l'orientation de la monnaie. On ne peut pas le faire à un niveau européen avec la Banque Centrale Européenne. Donc, on ne peut le faire qu'en associant différents pays qui peuvent émettre chacun leur monnaie. C'est pour ça qu'il faut sortir de l'euro. Alors, les gens ont peur. Pourquoi ils ont peur? C'est très intéressant. Car il y a à peu que 42% des gens dans toute l'Europe, c'est un sondage fait auprès de, je crois que c'était 50 000 personnes dans 14 pays, 42% sont seulement satisfaits de l'Europe. Mais 75% ne veulent pas sortir de l'euro. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas aux autorités nationales. Et là, on peut jeter la pierre aux autorités européennes, et on doit, mais on doit jeter la pierre aussi aux autorités nationales, qui ne sont pas fichues de créer de la crédibilité. Alors, revenons à l'Europe. Si on avait voulu un sens à l'Europe, on aurait dit, il faut une grande politique de développement des pays du Sud, il faut un budget pour cela. Or, tout ce qu'a dit Ursula von der Leyen n'est pas chiffré, il n'y a aucun chiffrage dans ce qu'elle a dit. C'est du blabla. Et en plus, elle a dit oui, il faut faire une grande politique au pays du tiers-monde pour que les migrants ne viennent pas chez nous. Bon, ce n'est pas la raison. La raison, c'est la justice sociale et c'est le développement mutuel pour l'avenir. Rien sur un nouveau système monétaire international et financier orienté vers la production réelle de biens et
absolument rien sur la culture. Or, si elle avait parlé de quelque chose qui peut promouvoir la culture, ça serait ce que fait l'Agence spatiale européenne, c'est-à-dire une grande politique spatiale, ou ce que fait la Banque européenne d'investissement. Oui. Mais elle veut convertir la Banque européenne d'investissement en une banque pour la transition écologique. Pour le climat. On marche sur la tête. Pour le climat et la transition écologique, on marche sur la tête. Et Ursula von der Leyen est un bon petit soldat malthusien. Alors Orban, qui a voté pour elle d'ailleurs, a dit en rigolant qu'elle a fait 7 enfants et que c'est une bonne mère. Moi, j'irais, c'est une malthusienne intellectuelle. Oui, c'est Et ça. intellectuellement, elle n'a jamais produit aucun enfant. Ouais. Alors juste pour conclure sur une note positive, c'est vrai qu'au niveau européen, et tu l'as dit d'une certaine manière, hein, Erasmus, l'ESA, Airbus, etc., ce sont des grands projets qu'on puisse faire, mais pas forcément qui avaient à voir avec l'Union européenne juridique. Alors au lieu de s'embourber à faire des institutions, des juridictions, des monnaies, etc., qu'est-ce que l'Europe devrait faire en termes de grands projets? Alors, Ursula von der Leyen dit « donne verte ». Ouais. Alors les gens confondent. Moi, je suis pour le ferroutage. Je suis pour l'isolation thermique. Je suis pour la bonne bouffe. Hein. Et aujourd'hui, c'est scandaleux ce qu'on fait dans le domaine agricole. Y Mais, compris avec le CETA d'ailleurs. y compris le CETA, oui, le traité du CETA, qui livre les États-nations à l'arbitrage privé, en plus. Donc, il faut une autre politique. Et pour faire ce qu'il faut faire en matière d'environnement, il faut une base de production. Et ça ne peut être assuré que par les énergies du futur. La fission, puis la fusion thermonucléaire contrôlée. Ce que le président Poutine a mentionné dans un discours récent. Énergie Sur propre. ça, il a raison. Et l'énergie propre. Ça, c'est Alors, propre. ce que certains disent, c'est que les écologistes, ça serait bien, mais qu'ils ont une aversion irraisonnée pour le nucléaire. Moi, je dirais que c'est beaucoup plus. Leur façon de penser, les écologistes d'aujourd'hui, n'est pas l'environnement. C'est ils pensent que l'être humain, dans ce qu'il fait, est nécessairement un pilleur, est nécessairement quelqu'un qui bouleverse et détruit la nature, et pas quelqu'un qui participe au développement de la Terre et éventuellement au-delà. C'est pas quelqu'un qui est vu comme positif. Or, cet optimisme culturel est essentiel pour le futur, et c'est ça que devrait donner l'Europe. Toute notre histoire en Europe va vers cet optimisme culturel. Quand De Gaulle disait la cathédrale européenne, il voulait dire une cathédrale ouverte à tous pour le futur, aux mosquées, aux synagogues, à ceux qui ne croient pas. Quelque chose qui donne une vision pour le futur. Voilà ce qu'on attend de l'Europe. Et Ursula von der Leyen et Christine Lagarde sont très, très mal placées pour cela, et même elles font exactement le contraire, en gérant les choses en faveur du parti malthusien, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'il n'y a pas assez de ressources sur Terre, donc il faut les réduire, soit en limitant la population, soit en produisant moins. Et ça, c'est complètement absurde, parce que toute l'histoire humaine témoigne contre elle. Eh bien, merci Jacques Cheminade, merci Sébastien. Surtout, faites circuler cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, et puis également le 21 septembre pour nos journées de mobilisation de rentrée, où j'espère vous serez nombreux. À bientôt. Merci. Merci.